Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps, ça fait presque un mois qu'on s'est pas vu et que j'ai pas fait de revue de presse. On a eu des cafouillages, on n'a pas pu faire notre émission de Bris de Savoir, notre première de Bris de Savoir à cause de la météo. Du coup, on était hyper déçus et du coup, là, je reviens pour une revue de presse en ce mois de juillet, en ce début de mois de juillet, où la météo ne nous a toujours pas rejoints, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, on va quand même essayer de faire des choses. Et je vais quand même vous annoncer deux, trois petits trucs qui arrivent. Et qui arrivent dans 2 semaines, puisque on a aussi des changements de programme. J'avais une émission de programme et qui s'est annulée, mais c'est pas grave. On, on se maintient quand même. C'est juste reprogrammé pour la rentrée. En tout cas, j'ai pas mal de choses à vous raconter, notamment un teaser à vous montrer. Et puis après, comme c'est annoncé dans le titre de cette émission, on va parler niveau scolaire et on va parler de mon niveau scolaire, puisque apparemment, il faut quand même se poser de ces questions. Est-ce que le niveau des Français baisse? Est-ce que le niveau des élèves français baisse? Moi qui ai passé mon bac il y a 10 ans, est-ce que mon niveau a baissé? Est-ce que je suis moins intelligente que je ne l'ai été? Eh bien, on va se poser la question aujourd'hui. On va me tester en live. Je vais me tester en live. Mais d'abord, on va parler programmation. Et évidemment, si vous avez des vidéos, des retours, des choses à me suggérer, à lire, à regarder, je suis preneuse. Vous avez la possibilité de mettre dans le chat les, les liens. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, Eh bien, allons-y. Première chose, comme je vous le disais, il y a 2 semaines, on était censé faire une émission de Brut Savoir qui est du coup notre première, euh, qui aurait dû être la première émission de Brut Savoir, c'est-à-dire en direct d'un lieu de culture scientifique. Et en plus, là, c'était génial. C'était au lac de Grandlieu, mais malheureusement, vigilance orage, mince, on peut pas faire le live. Bon, c'est pas grave, c'est reporté au 5 septembre. Si vous n'êtes pas au courant, c'est reporté au 5 septembre. Je vais vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. On se retrouvera le 5 septembre. Où est-ce que je vais vous montrer ça? Je sais, sur les réseaux sociaux. Euh, Reporté au 5 septembre, malheureusement, parce que ça pouvait pas être reporté plus tôt. Mais c'est pas grave, on va faire une autre émission qui se déroulera au chronographe. Je vais vous montrer super teaser que j'ai réalisé. Pour qu'on qui vous annonce un petit peu la suite. Donc, je rappelle, petite transition, je vous rappelle, Bruit de Savoir, la maison du lac de Grandlieu a été reportée au 5 septembre à 19h. Mais évidemment, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, vous pourrez voir en temps et en heure et vous serez au courant. Donc ça, c'est la prochaine. Et hop, hop, hop. Le 17 juillet, on se retrouvera donc pour finalement la première émission de ce nouveau programme qu'on vous propose, notre premier programme IRL, quoi. Donc on se retrouvera du coup, j'essaye de chercher ça. On se retrouvera du coup au chronographe. Le chronographe, c'est quoi? C'est un lieu de culture scientifique, d'archéologie particulièrement, qui se trouve à Rezé. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la région, Rezé, c'est dans le sud de Nantes. C'est une commune qui est rattachée à Nantes, enfin qui est à côté de Nantes. Et donc en fait, c'est un lieu qui se trouve sur euh, des mince. C'est un lieu de fouilles archéologiques. Donc en fait, un ancien port. Et donc, il y a encore les ruines qu'on peut observer, hein, puisque du coup, les fouilles étaient faites. Et donc, maintenant, on peut se balader en fait dans cet espace de fouilles, ancien espace de fouilles, qui date de l'Antiquité. Et donc, ils ont fait de nombreuses découvertes. Et notamment, c'est un lieu qui se trouvait à en fait, au bord de la Loire, puisque c'était un port qui permettait d'amasser des marchandises, enfin, de faire des échanges de marchandises, etc. Qui était dans une autre partie, notamment de la région qui était divisée entre le nord de la Loire et le sud de la Loire, en fonction des tribus qui y vivaient. Donc, hop, les petites infos, je vous montre ça tout de suite.
faut juste que je retrouve mes petites... hop, hop, hop. Le chronographe. Alors attendez, il faut qu'il y ait la bonne heure quand même, parce que sinon, si je vous raconte des bêtises... Ah, voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut pas mettre ça en plein écran? Ce serait quand même vachement mieux. Ti, 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 ti. Non, je peux pas mettre ça en plein écran. Bon, bah c'est pas grave. Je vais zoomer. Pas trop quand même, Aïna. Bon. Donc le chronographe, et comme vous pouvez le voir, c'est un très très beau lieu. J'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Je serai accompagnée du coup de la directrice du chronographe qui nous fera une visite de l'exposition permanente qui se trouve à l'étage. Donc hop, par ici là. Et en fait, là jusqu'à quelques semaines, alors pendant encore quelques semaines, je crois que c'est un peu leur... Pardon. C'est leur exposition du moment. On aura une exposition sur... Pardon, excusez-moi. Il y a des gens qui font des bulles à côté de moi. Qui feront une exposition sur la... C'est les gens qui passent devant ma fenêtre et qui font des bulles. Les collègues qui passent devant ma fenêtre et qui font des bulles. Une exposition sur les gladiateurs et donc du coup qui se trouve au sous-sol. Donc je refais et je serai premièrement accompagnée de la directrice du chronographe qui nous présentera l'exposition permanente qui se trouve à l'étage, donc au premier étage. Et ensuite, je serai accompagnée d'une médiatrice qui nous fera visiter le rez-de-chaussée en bas avec l'exposition sur les gladiateurs qui est une exposition interactive où vous vous retrouvez vous-même dans la peau d'un gladiateur ou d'une gladiatrice. Je ne sais pas si on dit gladiatrice. Mais en tout cas, voilà. Donc, à l'occasion, si vous êtes dispo le 17 juillet à 18h, on sera très, très, très content. Si vous êtes le plus nombreux que vous serez, le plus cool ce sera. Donc premier live bruit de savoir au chronographe, comme je vous dis. Donc, premier live archéologie. Au lieu de faire biodiversité, on fait archéologie. Mais bien évidemment, on n'oublie pas que... le 5 septembre, comme on avait annoncé, il y aura bien un bruit de savoir à la Maison du Lac de Grandlieu qui sera le 5 septembre à 19h. Donc, on vous redira ça, on refera de la promo sur les réseaux sociaux. Autre changement dans la programmation, il avait été annoncé que il avait été annoncé qu'il y aurait donc 7 émissions. Le mardi 16 juillet, une émission avec Angélique Lemarchand, qui est doctorante au CREA et qui est un laboratoire d'archéologie. Malheureusement, cette émission de l'eau dans le gaz est aussi repoussée en septembre. Elle aura lieu le 27 septembre à 15h. La doctorante ayant préféré, ayant avancé sur son sujet et voulait avancer sur son nouveau sujet, sur son nouvel angle de sujet de recherche pour présenter quelque chose de nouveau. Donc elle va le travailler dessus et donc on pourra la voir le 27 pendant à peu près 1h30 avec nous. Mais du coup, ce ne sera pas le mardi 16 juillet. C'est un changement, encore une émission de reportée. Donc 2 émissions de reportée en ce moment. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Si vous voulez être au courant des émissions à venir, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, n'hésitez pas. On sera... On est sur Facebook, on est sur Instagram, surtout suivez-nous sur Instagram, sur Thread aussi. Et Twitter, on est quand même un peu moins présent, mais on est quand même sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à suivre PocScience aussi si vous voulez être au courant de nos lives, puisqu'ils sont annoncés sur tous les comptes de PocScience, sur tous les réseaux sociaux.
Voilà, voilà, c'est tout pour la programmation. Si vous avez voilà, des remarques, des questions, évidemment, voilà, je suis ouverte. Donc aujourd'hui, on va parler du niveau scolaire. Le niveau scolaire qui baisse, apparemment, on devient de plus en plus bête. Le QI baisse, le niveau scolaire baisse. On en avait déjà parlé dans une émission précédente de cette histoire de QI, mais du coup, on revient encore avec la question du niveau. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que il y a quelques semaines, c'était le bac. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais la question de philo, évidemment celle dont on parle toujours parce qu'on s'intéresse à la philo que quand il y a le bac, euh, la, la question de philo, c'était la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Est-ce que vous y avez vous-même réfléchi? Nous, ici, on y a réfléchi. On s'est posé la question de mais qu'est-ce que c'est la science? On s'est posé la question de mais qu'est-ce que c'est la vérité? Et puis finalement aussi, en fait, ça veut dire quoi le besoin de... Enfin, peut-elle répondre à notre besoin, satisfaire notre besoin de vérité, le besoin, la satisfaction, enfin voilà, toutes ces questions-là un peu philosophiques. On a fait un petit atelier philo chez nous dans nos bureaux, mais c'était super intéressant puisque c'est vrai que finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est la science? Qu'est-ce que c'est la science pour les gens en général? Tout le monde n'a pas la même définition. Même au sein de la communauté scientifique, tout le monde n'a pas forcément la même définition, tout le monde n'a pas la même approche de la science, même si évidemment la méthodologie reste la même, puisque c'est ça le plus important, mais chacun interprète la science comme il le souhaite. Et c'est ça aussi qui est important. Et la vérité, c'est quoi la vérité? Ça veut dire quoi? Au nom de la science, c'est quoi? Puisque la science, elle évolue, elle remet toujours tout en question. Finalement, la science ne cherche pas à obtenir la vérité, mais plutôt à comprendre le monde et comment tout fonctionne. Donc, et finalement, est-ce qu'on recherche un besoin de vérité avec la science ou on essaye juste de comprendre? C'est ça qui est hyper intéressant. En tout cas, c'est vrai qu'on pourrait s'essayer pendant un moment à se poser ces questions-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce sujet de philo du bac, si moi on me l'avait posé aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus inspirée qu'il y a 10 ans quand je l'ai passé. Clairement, c'était pas du tout le même délire. Mais en tout cas, voilà, je ne sais plus ce que c'était mon sujet, mais c'était un sujet d'économie, enfin d'ES, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois que j'avais pris le commentaire, donc c'est vous dire que la, la dissertation m'inspirait très très peu. De toute façon, la philo m'inspirait très très peu à l'époque, et pourtant ça m'empêche pas de philosopher régulièrement. Mais c'est vrai que ça donnait pas très très envie. Donc du coup aujourd'hui, où est-ce que je vous disais, c'est qu'on va parler du niveau scolaire. Donc j'ai pas mal de trucs à regarder. Je sais pas si on va tout regarder. Euh, j'ai des longues vidéos, des vidéos plus courtes. Euh, je pense qu'on va peut-être aller peut-être sur la... Parce qu'en fait, on parle du niveau des Français qui baissent, enfin des étudiants, des élèves français qui baissent, notamment par rapport à l'étude PISA. Et c'est du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire les tests PISA. Donc, il y a quelques tests. Malheureusement, je ne peux pas faire le test science. Je suis un peu déçue. Culture scientifique, ça m'aurait bien plu quand même. Je pense que je vais faire un test un peu général, un test maths, mais c'est pas garanti que j'y arrive parce que moi, les maths, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour, même si je m'en suis pas trop mal sortie. Mais bon, avec un niveau ES, pas un niveau S, attention. Donc, on va voir. Voilà, on va essayer de se poser la question de savoir si on est plus bête qu'avant ou finalement, est-ce que c'est pas une illusion ou en tout cas une médiatisation trop importante du sujet au regard de ce qui est la réalité et de ce qu'on demandait aux élèves avant et ce qu'on leur demande maintenant. Donc, on va voir ça ensemble. Hop, je vais passer sur la première vidéo. Toc, toc, toc. Peut-être augmenter un peu le son. Je ne sais pas si c'est assez fort. C'est peut-être pas très très fort. Le niveau des jeunes de 15 ans dégringole. Le classement PISA enregistre une baisse de niveau à travers la... Attendez. Et date d'il y a 6 mois, donc c'est hyper récent. 6 mois, 5 décembre 2023. Donc fin 2023. Donc ça, c'est quand même plutôt encore d'actualité au regard de au regard de ce test aujourd'hui qui est une référence au niveau mondial. Hein.
Le niveau des jeunes de 15 ans dégringole. Le classement PISA enregistre une baisse de niveau à travers la planète. L'Asie, avec Singapour en tête, est à nouveau classé meilleur de la classe. Et à l'autre extrémité, les pays de l'OCDE enregistrent un déclin sans précédent des performances de leurs adolescents. L'étude porte sur l'après-Covid et montre une forte détérioration en mathématiques, compréhension de l'écrit et culture scientifique. Les élèves français sont dans le fond de la classe. En mathématiques, l'étude PISA relève une baisse de 21 points des jeunes Français contre 15 points pour la moyenne de l'OCDE. La Finlande, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne enregistrent elles aussi une nette baisse de niveau. Selon l'OCDE, 67% des proviseurs d'établissements scolaires disent manquer de personnel enseignant. En Europe, les meilleurs élèves sont estoniens. Ils sont 7e en maths et 6e en sciences et compréhension de la lecture. Ok. Donc là, il y a plusieurs points qui sont quand même intéressants. On voit déjà qu'on parle de baisse inédite, donc qui est globale, donc c'est pas juste nous, même si apparemment nous sommes de mauvais élèves. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est un point là, on est vraiment sur quelque chose de très informatif, il n'y a pas de regard, mais enfin il n'y a pas d'observation, de critique qui est faite, mais ce qu'on peut peut-être observer, ce qu'on peut en tirer, c'est on parle de chefs d'établissement qui disent qu'il manque de personnel. Donc, on sait aussi que parallèlement, le niveau, voilà, il y a le niveau qui baisse, mais parallèlement, il y a aussi une augmentation du nombre d'élèves dans les classes. Je parle en France, hein. Une augmentation du nombre d'élèves dans les classes, une baisse du nombre de professeurs, qui est finalement un métier peu attractif, hein, c'est un peu ça qu'on peut se dire. Donc un métier peu attractif et puis en plus on a du mal à recruter et on en a besoin et en fait on n'y arrive pas. Donc en fait on est un peu dans un cercle vicieux on a besoin de plus d'enseignants parce que voilà, il faut moins d'élèves dans les classes, mais on n'y arrive pas, quoi. Enfin, potentiellement ça peut être ça. Et donc il parle aussi de l'Estonie qui serait le meilleur élève de l'Europe. Du coup là je pense que ça peut-être intéressant d'aller se poser la question de pourquoi est-ce que l'Estonie est meilleure que nous. Je crois qu'il y a une vidéo oui c'est ça, il y a une vidéo Arte, donc on va aller voir ça. C'est celui-ci. Donc c'est une grosse vidéo Arte, donc on va pouvoir pendant un petit moment. Je pense que ça peut être intéressant de regarder justement, est-ce que finalement c'est lié au fait qu'on soit plus bête ou est-ce que c'est lié au fait qu'on a un système éducatif qui ne fonctionne plus. Et puis après, on ira voir Singapour. Singapour qui est du coup classé numéro 1 en termes de niveau, hein, en tout cas au classement PISA. C'est les meilleurs. La France était fière de son école publique laïque républicaine, l'Allemagne de son modèle d'éducation respectueux du rythme de l'enfant. L'évolution numérique, les inégalités sociales et les difficultés croissantes à recruter des professeurs ébranlent leur système éducatif. Créé par l'OCDE il y a 20 ans, PISA, le programme international triennal du suivi des acquis des élèves, révèle la domination de la Chine et de Singapour. Pourtant, le petit État européen estonien les talonne. Avec Gunda Tire, membre du Conseil de l'éducation et de la jeunesse d'Estonie et chef du projet PISA Thalys, Sandra Devi, ex-enseignante, spécialiste de l'éducation au quotidien singapourien Straits Times, et Philippe Watrelot, auteur de Je suis un pédagogiste, qui forme les profs et milite pour un changement nécessaire. C'est bien parce qu'on a la comparaison des trois. En tout cas, on parle de ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de ce qu'on allait regarder. Mais du coup, on a l'Estonie, le Singapour et la Chine, du coup, et la France. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Mida joku ei opi, sitä Juhan ei tea.
Autrement dit, ce que le petit Yuko ou Johnny n'apprend pas à l'école, ou à l'âge où on l'appelle encore Johnny, il ne le saura pas quand il sera adulte. C'est une vieille maxime estonienne. Tout le monde la connaît. C'est probablement ce qui nous conforte dans l'idée qu'il est très important de donner de bonnes fondations à chaque enfant quand il est petit, pour qu'il grandisse et puisse prospérer dans la vie. Mon travail se concentre sur les évaluations internationales, comme le programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA ou TALIS, un audit des enseignants. Mais avant cela, j'ai également été enseignante. Je sais donc aussi comment ça se passe à l'école. J'aime cette citation du poète irlandais W.B. Yeats, qui dit « L'enseignement ne consiste pas à remplir un seau, mais à allumer un feu ». Pour moi, c'est très significatif, car c'est exactement la nature même de l'enseignement. Il ne s'agit pas de gaver l'esprit d'un jeune avec des faits et des chiffres, mais plutôt lui en dire assez pour éveiller sa curiosité, exciter son intérêt. Alors, je reviens un peu en arrière parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, je trouve. En fait, on sort un peu de l'idée de l'apprentissage un peu classique de certaines matières, comme certains peuvent demander ce retour-là parce qu'ils estiment que du coup, le niveau il est lié au fait que le système éducatif ne se concentre plus sur les bases, etc. Qui peut être évidemment un questionnement enfin voilà, une suggestion qui peut être intéressante. Alors pourquoi pas? J'ai été enseignante. Je sais donc aussi comment ça se passe à l'école. J'aime cette citation du poète irlandais W.B. Yeats, qui dit « L'enseignement ne consiste pas à remplir un seau, mais à allumer un feu ». Pour moi, c'est très significatif, car c'est exactement la nature même de l'enseignement. Il ne s'agit pas de gaver l'esprit d'un jeune avec des faits et des chiffres, mais plutôt lui en dire assez pour éveiller sa curiosité, exciter son intérêt. Oui, donc finalement, là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'avec l'enseignement, c'est de pousser aussi les élèves, les jeunes, à s'intéresser au sujet. Si on prend la science comme exemple, à s'intéresser à la science parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'ils y sont obligés, et pas à emmagasiner des connaissances qu'ils ne réutiliseront potentiellement pas plus tard. Pendant quelques années, j'ai enseigné dans un lycée pour des jeunes de 16 et 17 ans, avant de devenir journaliste. Alors, c'est une citation qui est extraite d'un livre qui s'appelle « Lettre à une maîtresse d'école », écrite par les enfants de Barbiana. Donc, Barbiana, c'est une école en Italie donc qui était pilotée par un prêtre innovant de l'époque, Don Milano. L'enseignement ne connaît qu'un seul problème, les élèves qu'il perd. Vous dites que vous avez recalé les crétins et les paresseux. C'est donc que vous prétendez que Dieu fait naître les crétins et les paresseux chez les pauvres. Je suis professeur de sciences économiques et sociales. Donc là, je pense qu'il rentre un peu aussi sur la question des inégalités sociales. Ça, il y a des études là-dessus, notamment sur en fait, les écarts de niveau. Et en fait, les écarts aussi, on parlait d'éveiller l'intérêt pour des choses, voilà, en éducation, etc. Donc, d'éveiller l'intérêt des élèves pour la science, pour la culture, pour le français, pour plein de choses. En fait, comment est-ce... Sauf qu'il y en a certains qui partent avec un avantage culturel, un bagage culturel, donc du fait que leurs parents, par exemple, le fait de lire, la question de la lecture. Alors je sais qu'il y a eu aussi beaucoup d'articles sur le sujet, le fait que le niveau il baisse et que les jeunes ne lisent plus, ce qui n'est pas vrai, hein. Les jeunes lisent toujours, mais ils ne lisent pas la même chose. Mais en fait, finalement, est-ce qu'on lit
parce que c'est naturel et qu'on y... Enfin voilà, est-ce qu'on a... voilà, les anciens lisaient plus parce que c'était naturel et que c'était dans leur personnalité ou c'est dans leur génération, c'est la génération qui lit plus? Ou est-ce que finalement, c'est pas parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui lisent et donc du coup, ça me donne envie de lire? Et bien là, c'est un peu la même idée. En fait, finalement, s'intéresser à l'école, avoir envie d'aller à l'école. Alors, il y a des enfants de milieux populaires qui, évidemment, s'intéressent à ça et ont envie d'apprendre et ont soif d'apprendre. Mais je pense que ce goût de l'apprentissage, ce goût de se révéler l'étincelle, en fait, si les profs abandonnent, peut-être que derrière, c'est aussi parce que les parents ne peuvent pas ou n'ont pas réussi, ou que ça soit, ou l'entourage en tout cas en général. Donc en fait, le rôle de l'enseignant, c'est quand même de donner envie, comme l'a dit la personne qui était juste avant, là, ce monsieur-là, donner envie aux élèves de s'éduquer. Mais quand on a 36 élèves dans sa classe, comment on fait pour donner à chacun l'envie de s'éduquer? C'est un peu ça la question. Et puis en plus, quand personne dans leur entourage ne leur donne envie de le faire. Dans un lycée, je suis aussi formateur en temps partagé à l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui est donc... ce sont les écoles qui préparent les futurs enseignants. Je me définis souvent par une seule formule, je suis militant pédagogique. J'ai envie de voir de quoi... Alors, avant de les voir réagir, la photo, c'est des étudiants devant un ordinateur. Et honnêtement, moi, je vais donner mon avis. Je pense que c'est pas un bon moyen d'apprentissage pour l'avoir moi-même expérimenté. Je pense qu'on retient moins bien avec un ordinateur, on écoute moins, on est moins attentif et ça nous déconnecte un petit peu. C'est très vieillot, hein, c'est peut-être la vieille génération de penser comme ça, mais je trouve quand même qu'il y a ce truc qui fait que finalement, c'est pas si bien, c'est pas si adapté que ça. La tête qui fout. Je vois des adolescents qui ont autour de 15 ans, je dirais. Je peux voir qu'ils sont très engagés dans l'activité qu'ils effectuent. Intéressant. Ils sont très à l'aise avec les ordinateurs. Je vois que pour ces étudiants, l'ordinateur est un outil familier et très naturel. C'est probablement le but de nos systèmes éducatifs à travers le monde, que les étudiants se sentent à l'aise et qu'ils apprennent grâce aux ordinateurs. Là, ce que je vois, c'est des élèves seuls. Ça va pas du tout être la même approche, je pense. Intéressant ce qui est dit. Mais du coup, finalement, est-ce que l'ordinateur est obligé d'être tout le temps au centre de l'éducation ou est-ce qu'il peut pas être un outil au service de l'éducation? Est-ce que finalement l'échange, l'ouverture à la culture, c'est pas aussi au travers de l'échange? Je vous ai parlé de philosophie tout à l'heure avec la question de philo. Finalement, philosopher ensemble, discuter ensemble, travailler ensemble. Parce que quand on se retrouve après dans le monde du travail, bah, c'est ça qui nous arrive, quoi. Comment on apprend aussi à nos élèves à travailler ensemble et s'élever mutuellement. On parlait de l'entourage. Bah, l'entourage, ça peut être aussi tes amis, quoi. Tes camarades de classe un ordinateur. Aussi. Moi, j'aurais préféré voir 2, 3 élèves ensemble en train de discuter, de réfléchir face à un ordinateur. Là, ça aurait été intéressant parce que ça nous aurait montré des pratiques coopératives, de mutualisation, etc. Et ça me semble quand même beaucoup plus intéressant que simplement ces élèves tout seuls face à la machine. Je vois des jeunes adultes, je les appelle comme ça. Ils apprennent. Ils regardent les ordinateurs, leur ordinateur portable. Évidemment, j'espère qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose en ligne. Je pense vraiment que c'est l'avenir. À Singapour, on essaie de pousser, d'encourager les gens à apprendre tout au long de leur vie. Nous sommes un très petit pays. Nous avons peu de ressources naturelles. Donc, il est réellement question de miser sur notre peuple et les talents humains qui sont nos meilleures ressources. Bien sûr, on ne peut faire cela qu'à travers l'éducation.
C'est marrant parce que du coup, le français voudrait modifier le système éducatif, mais les deux personnes qui sont issues de deux pays qui sont au top du classement PISA n'ont pas du tout la même approche, n'ont pas du tout dans le rejet. Alors, je ne dis pas que le français est dans le rejet, au contraire, elle dit qu'il aurait préféré qu'il y ait un travail collaboratif. Mais elles sont plutôt dans l'idée qu'il faut utiliser l'ordinateur pour l'apprentissage et que ça doit bien s'inscrire là-dedans. Enfin, voilà. Après, ça pose quand même des questions, je pense. Mais là, on ne rentre pas forcément... aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de rentrer dans le sujet de est-ce que c'est bien ou pas. La raison de l'importance de l'éducation remonte à plusieurs siècles en arrière. Si vous regardez une carte de l'Estonie, elle est au nord de l'Europe. Son grand voisin, c'est la Russie. Juste, peut-être, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que Singapour et l'Estonie, c'est deux petits pays. Et ce que disait la Singapourienne, je pense que ça se dit comme ça, ce qu'elle disait, c'était qu'ils misaient sur leur peuple parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu cette idée-là aussi en Estonie? On va se voir tout à l'heure, mais je pense que peut-être ça se pose un peu cette question-là. Donc, du coup, d'investir dans l'éducation pour rééduquer le peuple, pour s'élever, pour pouvoir économiquement aussi s'en sortir au niveau mondial. Parce qu'il y a toute cette question économique aussi derrière. De l'autre côté, c'est la mer Baltique. Historiquement, les pays baltes, y compris l'Estonie, représentent la porte de l'Europe. Pendant de nombreuses années, il y a eu le règne des Allemands, des Russes, des Danois, des Suédois. Toutes sortes de pays, toutes sortes de puissances ont traversé notre pays. La seule façon de s'en sortir pour les gens de ce pays, c'était d'être intelligent, donc d'étudier, d'apprendre. C'est exactement ce que je viens de dire. En fait, on est sur des pays qui, pour avoir leur place dans le monde, ont fait le choix d'éduquer leur peuple. En Estonie, l'enseignement gratuit et obligatoire dure 9 ans, de 7 à 15 ans. Après l'examen de fin d'études d'enseignement de base, 70% des élèves poursuivent au lycée avec une formation générale et 26% choisissent un établissement spécialisé dans la formation professionnelle. Ces 2 cycles d'enseignement secondaire durent 3 ans. L'école française, elle a assumé la massification de l'enseignement. Mais la question, c'est de savoir s'il y a eu une réelle démocratisation. Il y a une démocratisation ségrégative. Et c'est finalement ce qui caractérise ce système éducatif français, c'est qu'un système qui reste marqué par les inégalités, et même plus que cela, qui amplifie ces inégalités. L'école du grand écart. Une école bonne pour les meilleurs et très peu efficace pour les plus faibles. J'essaie de parler des problèmes d'éducation. Donc, on est quand même face à... Il parle de massification. Il y a une augmentation de la population française depuis quand même plusieurs dizaines d'années maintenant. Faudrait regarder. On est 68 millions, plus de 68 millions, je crois. Attendez, on va regarder. Ouais, presque 68 millions. Ça augmente tous les ans. Hein. Les Allemands sont plus nombreux que nous. C'est animalement. Et moi, je voudrais savoir... Allez, si on compare ce que souvent on dit avant, dans mon temps, à l'époque, on était plus intelligents. « 51 millions, ça doit être ça. Ok. Ça, c'est les usages. Oui, non, c'est pas ça que je voulais. Non, pas en 1970. C'est pas compliqué quand même. 70, 51 millions d'habitants. Oui, bon, c'est ce qu'il y avait là. Donc, il y avait 51 millions d'habitants en 1970. Il y en a 68 millions aujourd'hui. Donc, on a fait plus 17. Oui, c'est ça. Plus 17. Oui, c'est ça. Plus 17 en 50 ans. Vous allez voir, les maths, ça va être dur pour moi après, je pense. Je pense que ça va pas être facile. Du coup, on a fait plus 17 en
en 50 ans. Donc plus 17, c'est énorme. Alors, notre population est vieillissante quand même, mais toujours est-il qu'on accueille plus de gens dans les écoles, donc on a besoin de plus d'enseignants, etc. Donc on a massifié grandement, mais du coup, comme on a massifié, on a augmenté le nombre d'élèves dans les classes, on se retrouve aussi avec une baisse du nombre de profs. Donc en fait, finalement, et puis en plus, on voit bien que ces dernières années, certes, voilà, que il y a beaucoup plus en plus d'élèves qui ne correspondent pas au système tel qu'il est aujourd'hui, donc du coup c'est plus difficile pour eux, donc ils sont rejetés par le système, etc., etc., etc. C'est je vous l'ai dit, un cercle vicieux. Mais j'essaie surtout de le faire d'une façon différente, qui puisse avoir un impact. Par exemple, je voulais parler des usines à diplôme, des universités aux États-Unis qui vous vendent un diplôme. J'appelle ça vendre un diplôme, sur la base de ce qu'ils appellent les acquis de l'expérience. Je voulais pointer du doigt le fait qu'ils ne procèdent pas réellement à une vérification. J'ai un petit chien, un beagle nommé Harry. J'ai inscrit mon chien et je lui ai acheté un diplôme. Il est apparu en première page de mon journal, The Straits Times, avec un diplôme dans la gueule et une toque sur la tête. C'était supposé être un doctorat valide, avec des notes et tout. Bonne expérience, preuve que du coup, c'est pas très valable. Digital teaching and learning in Estonia. L'enseignement numérique en Estonie remonte réellement à la fin des années 90. C'est en 1996 que nous nous sommes dit que tout le monde dans notre société devrait avoir cette compétence, cette capacité à comprendre les ordinateurs. La première chose que nous avons faite, c'est le câblage. Puis nous avons éduqué tous les membres de la société, depuis les écoles jusqu'aux personnes âgées dans les bibliothèques publiques. Assez intéressant qu'il ne se soit pas arrêté que aux jeunes et qu'on continue cette éducation. Enfin, je parle d'une anecdote alors qui n'a rien à voir avec l'éducation, mais pour avoir été du coup à une présentation d'un projet de recherche. Et en fait, dans la présentation du projet de recherche, on disait il faut éduquer les jeunes, notamment autour des fake news, parce que les fake news, évidemment, c'est l'obscurantisme, c'est l'anti-science, enfin, ça peut être, voilà, souvent c'est un peu ça. Et donc, du coup, pour justement éduquer les jeunes à se méfier des fake news, etc. Et on parle tout le temps des jeunes. On dit tout le temps, c'est les jeunes, ils sont moins bons, ils sont moins intelligents, ils sont moins forts, le niveau baisse, etc. Mais à un moment donné, je suis intervenue, je posais des questions à la fin, quand on pouvait intervenir, et j'ai dit, je suis d'accord, il faut éduquer les jeunes, c'est important d'éduquer les jeunes. Est-ce que vous pensez aux personnes qui sont plus jeunes, enfin plus considérées comme jeunes, donc plutôt des gens qui ont entre 40, 60 ans, voire plus. Je pensais plutôt aux adultes, ceux qui sont passés à l'âge adulte, ceux qu'on pourrait appeler des darons dans le jargon. Eh bien, ces gens-là, vous avez pensé qu'à eux aussi, et qu'il fallait peut-être les éduquer, parce que finalement, si on parle des fake news, il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés par les fake news. Au contraire, même si on prend un réseau social comme Facebook, c'est bourré de fake news. Et qui c'est qui utilise ce réseau social-là ? Là, c'est pas les jeunes. C'est pas les gens qui ont moins de 35 ans. C'est les gens qui ont plus de 35 ans. Et donc, du coup, eux-mêmes sont touchés par les fake news. On le voit bien dans notre entourage, parce que je ne suis pas la seule à le voir de mon entourage. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on veut combattre un fait de société, quelque chose comme les fake news qui est quand même qui gangrène dans notre société. Faut pas dire le contraire. Et avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut combattre quelque chose si on s'intéresse qu'à une seule partie de la population, si on a envie d'éduquer qu'une seule partie de la population ? Pour moi, c'est aussi abandonner ces générations-là. Elles ont aussi besoin d'être éduquées. C'est pas parce qu'elles ont plus de 35 ans et qu'elles sont plus âgées qu'elles n'ont pas besoin d'être éduquées, qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur apprenne encore des choses. Il y a aussi ça, toujours cette espèce de regard un peu, des fois, parfois, je parle moi en tant que jeune aussi, je veux dire, j'ai 26 ans. Moi, en tant que jeune, parfois, le regard un peu condescendant qu'on peut avoir de nos aînés,
Et inversement, hein, on peut avoir aussi de la défiance de la part des jeunes sur les aînés, mais ce regard un peu condescendant de dire, moi je connais, je sais, j'ai fait, toi tu es jeune, tu ne sais pas, tu n'as pas fait. Je pense qu'on peut s'apprendre des choses mutuellement, et ce serait quand même se priver de beaucoup de choses intéressantes en en éliminant l'éducation de cette population. On reprend notre truc. En Estonie, il y a beaucoup de maternelles où l'on trouve des classes robotisées, où les enfants viennent ensemble apprendre et jouer. Ça commence plutôt à ce niveau. Pour rapport au truc des classes robotisées, c'est intéressant parce que ça donne aussi... Enfin, moi, j'aurais adoré pouvoir faire de la robotique quand j'étais plus... Enfin, voilà, des choses peu jeunes, etc. Après, j'ai un intérêt pour le numérique, mais je pense que ça peut éveiller aussi des vocations. Et c'est là où ça devient intéressant. Éveiller des vocations. Donner envie, comme elle disait au début. Donner envie. Et pas s'arrêter à « il est bête ». Parce que c'est quoi l'intelligence, finalement? Il y a plein de formes d'intelligence. Le QI, c'est pas juste une intelligence. C'est pas Il y a des études là-dessus. la technologie qui va transformer l'éducation. C'est la pédagogie qui l'accompagne. Tout le monde, d'une certaine manière, est pédagogue. Dès l'instant où on fait des choix qui s'appuient sur des valeurs, on fait de la pédagogie dans l'école, hein, bien sûr. Or, le débat français, il est beaucoup centré autour d'une forme de nostalgie d'une école complètement mythifiée et avec des vieilles lunes comme la méritocratie, comme l'élitisme républicain qui pollue complètement le débat. Attendez, avant 200, voilà. Donc sur les technologies numériques, euh, je veux juste revenir en arrière sur ce qu'il disait. Apprendre et jouer. Ça commence plutôt à ce niveau. C'est pas la technologie qui va transformer l'éducation. C'est la pédagogie qui l'accompagne. Tout le monde, d'une certaine manière. Par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que il ne faut pas diaboliser non plus la technologie, mais par contre, il faut se dire qu'on peut l'utiliser pour des utilisations hybrides ou ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai pu voir notamment un projet de recherche où on utilise la réalité augmentée qui est un outil aussi au service de l'enseignant, mais c'est l'enseignant qui développe son propre outil pédagogique. Donc, en fait, on n'enlève pas la pédagogie, en fait, utiliser la technologie pour qu'elle soit au service de l'humain et pas que la technologie remplace l'humain. Parce qu'il y a ce risque-là aussi, et je pense que c'est ça qui fait peur, notamment à certains enseignants, c'est ce côté à tout moment, en fait, la technologie me remplace, on n'aura que des MOOC, il n'y aura plus d'enseignants, etc. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais ça ne marche pas. On a besoin de contact humain, on a besoin aussi... Et donc, en fait, il nous faut plus d'enseignants, il ne nous faut pas moins d'enseignants, il nous en faut plus. On a bien vu que... En plus, il y a ce besoin de contact humain, on l'a bien vu avec le Covid, parce que là, on n'a pas forcément parlé de la baisse, mais en fait, le fait de plus avoir de cours, ne plus aller en cours, il y a la perte de contact humain et aussi la perte d'intérêt, finalement. Parce qu'on a besoin d'un stimulant. Et le stimulant, ça peut être l'enseignant. Il faut qu'il soit bon. Ils ne sont pas toujours bons. Même les meilleurs enseignants ne sont pas toujours... Ne convainquent pas toujours tous les élèves. Mais en tout cas, il y a aussi ce truc qui est important de se dire l'école, c'est un lieu de sociabilité et c'est un lieu où on peut s'apprendre mutuellement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pédagogue, dès l'instant où on fait des choix qui s'appuient sur des valeurs, on fait de la pédagogie dans l'école, hein, bien sûr. Or, le débat français, il est beaucoup centré autour d'une forme de nostalgie d'une école complètement mythifiée et avec des vieilles lunes comme la... Du coup, je vous ai parlé de la vieille école. J'ai peut-être remonté mon micro parce que je me baisse et tout, c'est chiant. Pardon. C'est embêtant. Je vous parlais de la vieille école, en fait, voilà, on a aussi cette nostalgie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens qui ressortent des vieux cahiers, regardez comment on écrivait bien avant, maintenant on écrit mal. Enfin voilà, après j'ai envie de dire, les médecins, ils écrivent hyper mal. Maintenant ils ont l'ordinateur, ils peuvent taper, ils n'ont plus besoin d'écrire sur leurs ordonnances. Les médecins, ils écrivent hyper mal, mais je ne suis pas persuadée qu'un médecin soit bête. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si c'est votre médecin et qui vous soigne, moi, à votre place, ça m'embêterait beaucoup que mon médecin soit bête. Tu lui fais quand même un peu confiance. Donc... ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Enfin, je veux dire, le fait de bien écrire, c'est quand même quelque chose de très visuel. Après, l'intelligence visuelle est très importante. Enfin, voilà, mais...
Méritocratie comme l'élitisme républicain qui pollue complètement le débat. Utiliser les technologies numériques dans l'enseignement est devenu très important. On a commencé il y a de nombreuses années par équiper les écoles avec des connexions Internet. Plus récemment, on a commencé à donner à chaque élève de collège, 13 ans et plus, un équipement de type tablette ou ordinateur portable. Ils ont les moyens, hein. C'est à l'école de décider quel est l'équipement le plus adapté à ce qu'ils veulent faire avec les enfants. Et nous avons aussi instauré un jour d'enseignement à distance toutes les 2 semaines. Les élèves restent chez eux, ils ne vont pas au collège et apprennent en ligne. Nous sommes en grève de l'école parce que nous avons fait nos devoirs. Greta Thunberg. Estonian PISA results have been very good. Les résultats estoniens de PISA sont très bons. Nous sommes tout en haut du classement. Je pense que ça a déjà donné un coup de fouet à la confiance en soi de l'Estonie. Car oui, nous en sommes fiers. Je pense que c'est important pour une petite nation. La réussite de PISA a attiré l'attention de nombreux pays sur l'Estonie. Nous avons pu partager notre histoire avec le monde. Mais si l'on voit que la note ou l'accomplissement réel se dégrade ou n'est pas au niveau que l'on souhaite, alors on voit que c'est un domaine dans lequel il faut encore travailler. Je pense que la note est très importante. D'autant plus qu'il y a une maxime qui dit qu'il ne faut pas se comparer aux autres, mais se comparer à ce que nous étions hier. C'est comme ça que l'on progresse et qu'on évolue. Ça peut aussi s'appliquer aux élèves. Enfin, je pense que... Mais bon, ça nous met toujours un peu dans la situation de comment c'est calculé aussi. Quelle est la méthode de calcul? On peut se poser la question. Naturellement, il y a de la compétition, oui. On voit ça dans de nombreux systèmes à travers le monde. Mais enfin, les écoles sont publiques. Et après quelques années, les parents savent évidemment où vont les meilleurs élèves. Mais on ne communique pas. On fait très attention à ne pas encourager la compétition, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il est question de rendre chaque enfant à même d'exploiter son potentiel. Moi, je considère que le palmarès de PISA n'a pas grand intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que dit PISA sur le détail des systèmes. Les experts de PISA ne disent rien d'autre que ce que disent aussi les sociologues français comme Pierre Bourdieu depuis les années 60-70. Il ne dit que cela, c'est-à-dire les diplômes des parents, l'origine sociale, c'est l'élément le plus déterminant dans la réussite scolaire. PISA, le programme de suivi international Il y a des des exceptions, acquis des évidemment. élèves, publié tous les 3 ans, évalue leur performance à 15 ans révolus dans 79 pays. Si le système français reste dans la moyenne, il figure parmi les plus inégalitaires. 20% des élèves performants sont les plus privilégiés, contre seulement 2% des élèves défavorisés. Ce que nous disent les recherches sur l'éducation, c'est que c'est l'enseignement dans la petite enfance qui permet à ces enfants de combler l'écart avec leurs semblables. Donc ces dernières années, Singapour a mis l'accent avec beaucoup d'insistance sur l'éducation dans la toute petite enfance, surtout pour les enfants issus des classes sociales les plus défavorisées. On a donc le programme Kids Start. C'est un programme qui ne fournit pas seulement de l'aide et des ressources aux enfants, mais à leur famille aussi. Car pour aider les enfants, il faut aider leur famille. Ensuite, pour que tout cela reste abordable, les écoles publiques ont des frais d'inscription très peu élevés. Et pour ceux qui ne peuvent même pas payer ces frais d'inscription, l'État intervient pour payer. En gros, pour les élèves qui viennent de foyers défavorisés, l'éducation est gratuite. Donc,
on revient un peu à la question des inégalités. Les inégalités de niveau se reflètent aussi par les inégalités sociales. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est la madame, là, dans le... et les études et sur l'éducation. Et en sociologie, notamment avec Bourdieu, qui est quand même un grand sociologue reconnu dans le monde. Et donc, du coup, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser la question de comment on efface les inégalités sociales à l'école, plus que comment on efface les inégalités de niveau? Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est le fait de donner accès aux enfants à l'éducation et à la culture en général, et de leur donner la possibilité d'aller à l'école. Et enfin, voilà, de pouvoir... Après, voilà, on pourrait dire qu'en France, c'est la même chose, hein. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que tout le monde, toutes les écoles ont les mêmes moyens? Je ne sais pas. Classify students according to their socio-economic background. Nous ne classons pas les élèves selon leur environnement socio-économique. Car si un élève vient d'une famille pauvre, par exemple, il y a des services sociaux pour s'en occuper. Mais une fois qu'ils sont à l'école, c'est un endroit qui ne doit pas faire de distinction entre les origines des familles des élèves. Bien entendu, s'il y a des problèmes, on doit apporter du soutien. Mais dans le même temps, si un système éducatif traite tous les enfants de la même façon, avec les mêmes objectifs, le résultat est bien meilleur. Ainsi, Donc, on uniformise la manière dont on les traite. Mais est-ce que... Ma question, c'est... Est-ce que nous, on ne fait pas déjà? Enfin, est-ce qu'en France, on uniformise vraiment? tous les élèves d'Estonie ont un déjeuner gratuit. On ne cherche pas à savoir. On ne Ah prend oui. pas les élèves qui sont pauvres pour leur donner à eux seulement un repas gratuit. Tout le monde Ah, mais déjeune il y a quand même un gratuitement. gros Everybody gets investissement. free lunch. La mixité à l'école, ou comme on disait naguère, la coéducation, s'est peu à peu banalisée en Europe au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, la majorité des écoles européennes sont mixtes. Pourtant, un lieu fait de la résistance, la cour de récré. Les garçons y occupent le centre avec des jeux mobiles et bruyants, alors que les filles restent sur les côtés. Pour dégenrer et combattre cette inégalité de détente, les maires de Lyon, Grenoble, Rennes et Bordeaux, ainsi que certaines villes belges, ont décidé d'y mettre les moyens. La végétalisation semble une piste efficace. Depuis 30 ans, les jeunes Berlinois passent ce moment attendu dans une cour ensauvagée, faite d'une multitude d'espaces. L'organisme financé par la ville Grün macht Schule, le vert fait école, propose d'accompagner les établissements désireux de transformer cet espace d'expression libre. Exit les terrains de foot, place au partage. En Estonie, la plupart des écoles sont publiques, ce qui veut dire que les écoles sont assez autonomes. Elles ont différentes façons de décider quelle culture, quelle direction elles veulent emprunter. Et elles peuvent choisir leur programme scolaire. Dans le même temps, le programme scolaire repose sur le programme national, ce qui veut dire que l'État définit des standards très clairs, indiquant les éléments éducatifs que l'on veut voir acquis par les élèves, parce que l'enseignement est gratuit. Donc même si les écoles sont autonomes, elles doivent suivre ce programme. Elles doivent s'assurer d'enseigner ces éléments. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que l'on parle de l'autonomie d'un chef d'établissement manager qui serait un petit peu autocrate et qui déciderait de tout seul? Ou est-ce qu'on parle finalement de l'autonomie des collectifs enseignants, dont ferait partie bien évidemment le chef d'établissement? On ne peut pas faire évoluer l'école sans une prise en compte de la réflexion collective. The Education Ministry is the ministry that Le ministère de l'Éducation est le ministère qui gère les écoles. Il établit également un programme scolaire, mais c'est un programme très général. Vraiment, les enseignants qui sont des professionnels ont une grande autonomie sur la méthode d'apprentissage qu'ils vont employer. Certaines écoles... Mais du coup, je sais pas si à Singapour, peut-être que j'ai pas très bien compris, mais si c'est des écoles... Enfin voilà, elle a l'air de parler des écoles publiques. Et du coup, comment est-ce que c'est possible qu'ils puissent mettre... Est-ce qu'ils mettent des choses innovantes en place parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire? Ou est-ce qu'ils mettent des choses innovantes en place qui n'ont pas besoin de moyens financiers? Alors, je pense que il y a quand même ce truc-là qui est important parce que si on regarde les écoles alternatives,
Ça coûte, en France, il y en a, ça existe, ça coûte très cher. Alors, elles ne sont pas financées par l'État, etc. Mais je me dis quand même que s'ils font certaines choses, peut-être parce qu'ils en ont les moyens. Les écoles ont des façons d'enseigner très innovantes. Nous avons une académie pour les enseignants où ils viennent partager leurs différentes façons d'enseigner les diverses matières. Le métier d'enseignant, c'est plus forcément un métier, vous savez, où il y a toute cette, ce lexique, ce vocabulaire un peu religieux, la mission, le sacerdoce, etc., qui est évidemment complètement idiot et puis qui justifie souvent la faiblesse des salaires. Hein. Pourquoi mieux payer un moine, hein? Il est bon de rappeler que les enseignants français sont pas suffisamment bien payés. Ils sont, en gros, les enseignants français, 7% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc il y a vraiment la nécessité d'une revalorisation des enseignants et une revalorisation inconditionnelle. Mais en même temps, c'est bien clair que la question de l'attractivité du métier enseignant ne se résume pas à cette seule question du salaire. Avoir ou ne pas avoir d'enseignants est en réalité un problème mondial. Il y a toujours ces deux facteurs. Le premier, c'est le facteur financier. Combien touche-t-on pour exercer? L'autre facteur, c'est l'épanouissement. Est-ce que j'aime ce que je fais? Ai-je l'impression que c'est ma mission? Ah, j'ai fait une bêtise. Ils ont besoin d'aide, ils doivent la demander. L'enseignant saura faire. Tout ça est organisé au niveau de l'établissement. Si des élèves ont des difficultés, les gouvernements et les politiciens savent cela. Nous essayons de changer les choses pour les enseignants. Nous essayons que l'enseignement soit plus attractif. Désolée, j'ai fait une petite bêtise. Ouais. Pour que les jeunes aient envie d'exercer. Nous essayons aussi de trouver des moyens pour attirer d'autres personnes. Par exemple, si vous avez travaillé dans un domaine, vous pourriez obtenir une qualification, vous former et retourner à l'école pour enseigner. Ce serait bien. C'est aussi une difficulté pour l'Estonie. Il n'y a pas assez d'enseignants, il faut qu'il y en ait plus. C'est pas que chez nous. Ici, les enseignants sont très respectés. Cela fait partie de la culture asiatique. On regarde un enseignant comme quelqu'un à vénérer. Ils sont aussi bien formés et bien rémunérés. En fait, récemment, le ministère de l'Éducation a annoncé une augmentation des salaires des enseignants de l'ordre de 5 à 10%. Ils veulent s'assurer que les enseignants soient bien payés et qu'ils puissent progresser dans leur carrière. Heureusement, nous n'avons pas connu cette crise et j'espère que cela n'arrivera pas, car ce sont vraiment nos enseignants qui font fonctionner notre système éducatif. Ce qui manque peut-être aussi à la France, c'est que on a justement trop de soucis du détail, des procédures, et pas assez, finalement, des finalités. Voilà. Hein, c'est comme si on partait à une randonnée, on partait dans une randonnée sans savoir où on allait, mais où on vous disait impérativement quel type de chaussures il faut mettre, quel équipement, etc. Le problème du système éducatif français, c'est qu'il a besoin d'une direction globale. Et donc, peut-être moins de focalisation sur les procédures, hein, dans cette magnifique bureaucratie qu'est la France, ça serait bien. J'ai coutume de dire que les enseignants... Les procédures, je me demande ce que c'est, parce que je sais pas trop, je vois pas trop de quoi ils parlent. Sont un petit peu comme les musiciens dans l'orchestre du Titanic. Hein, c'est-à-dire que le bateau est en train de couler et eux, ils jouent leur musique du mieux qu'ils peuvent, mais il n'empêche que le bateau coule. Si vous avez un bon professeur, vous aurez probablement de bons résultats dans n'importe quelle matière, que vous soyez intelligent ou pas. Notre façon de procéder, c'est de faire confiance à nos enseignants, en tant que professionnels qui doivent connaître leurs élèves. Si des élèves ont besoin d'aide, ils doivent la demander. L'enseignant saura faire. Tout ça est organisé au niveau de l'établissement.
Après, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée un peu de safe space, de vous pouvez vous exprimer dans le milieu de enfin, de l'école. L'école, c'est fait pour ça. Vous pouvez venir chercher de l'aide, etc. Pardon, etc., etc. Est-ce que du coup, il y a finalement ce truc-là qui manque aussi peut-être? Parce que là, j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui fait que l'Estonie et Singapour soient meilleurs que nous en termes d'éducation, pourquoi ça marche mieux. Je pense que on est tous face à des êtres humains, donc voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche mieux pour eux? Si des élèves ont des difficultés dans une matière et ont besoin de soutien, c'est toujours possible. On sait par exemple que dans certains pays asiatiques, il y a des cours de soutien après l'école pour aller apprendre encore et encore. Peut-être que ça fait beaucoup aussi, hein. Qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que faire des cours de soutien après l'école alors que tu viens de faire une grosse journée? Il me semble que, si je vous dis pas de bêtises, il y a quand même, à Singapour, c'est Shanghai. Rien à voir. Pardon. Chez nous, ce n'est pas très populaire. On a du soutien scolaire seulement si on a du mal. En primaire, 8 élèves singapouriens sur 10 passent environ 3 heures par semaine dans un des 850 établissements de soutien scolaire. Un marché éducatif qui pèse au moins 700 millions d'euros. Ah oui, donc 3 heures par semaine en plus de l'école. Après l'école, il y a des cours de soutien dans des établissements privés. C'est un secteur lucratif. Tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu fais pas de pause. Comment tu fais pour prendre du temps pour toi? Il y a beaucoup d'argent à gagner. C'est très commun dans les pays d'Asie. Encore une fois, ce qui motive les gens, c'est l'importance mise sur l'éducation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On regarde ce que disent les recherches. Bon, d'accord, nos enfants ont chaque jour 2 ou 3 heures supplémentaires dans ces cours de soutien. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça Ça marche? fait beaucoup quand même. Les données de PISA montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ces cours et la réussite. Et donc finalement, c'est peut-être pas nécessaire. Les élèves entendent parler de l'éducation au développement durable depuis justement l'école primaire. Il y a deux dangers en fait dans cette question de l'écologie. Il y a la saturation qui peut aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire oh, ça suffit, on en a marre. Et puis aussi, c'est pas négligeable, l'éco-anxiété. C'est-à-dire que les jeunes peuvent aussi finalement être complètement démoralisés. Je pense que ça nous oblige d'une certaine manière à repenser la question des programmes scolaires. Ce que nous disent tous les spécialistes du dérèglement climatique, il faut que les programmes évoluent, il faut que l'école prenne mieux en compte cette nécessité d'éduquer nos élèves à l'anthropocène. Anthropocène qui veut dire le fait de voir le monde que au travers de l'être humain et pas, et pas comme un tout. C'est-à-dire que en fait, il y a l'humain et le reste, alors qu'en fait, il y a l'humain au milieu de la biodiversité, au milieu de l'environnement, etc. C'est ça l'anthropocène. Et c'est intéressant d'utiliser le prisme du changement climatique, puisque c'est une réalité scientifique. Et que si on parle d'éduquer les jeunes, ça veut dire qu'on s'attaque à des personnes, oui, donc à des personnes jeunes, donc c'est l'avenir du pays. Et donc, du coup, s'ils sont éco-anxieux et qu'ils se désintéressent du sujet, on fait comment? Donc, je trouve son point de vue intéressant. Green Plan 2030, and part of that is Nous avons un plan vert 2030. Une partie consiste bien sûr à sensibiliser la population, y compris les jeunes, aux défis environnementaux auxquels nous faisons face, mais aussi à apprécier la nature, à comprendre le changement climatique, par exemple. Nous voyons le climat changer à Singapour, et nous sommes une petite île. Au bout du compte, s'il y a réchauffement climatique et hausse du niveau des mers, nous serons affectés. C'est un sujet très important qui doit être pris en charge par nos écoles.
And students are quite outspoken about it. Les élèves en parlent ouvertement et nombre d'entre eux sont impliqués dans des projets concernant l'environnement. Concerning the environment. Estonia is the most digitalized country. Donc même vision un peu sur les questions. En fait, l'avenir, le demain, c'est les questions environnementales. C'est sensibiliser aux questions environnementales. On va voir ce que dit l'Estonie. Probably around. L'Estonie est le pays le plus numérisé de la région. C'est tellement inclus dans nos activités quotidiennes qu'il serait impossible de ne pas aborder toutes ces questions à l'école. Il y a beaucoup de formations et d'argent qui y sont consacrés. Mais il y a un autre aspect important dans le numérique, ce sont les données. Nous rassemblons toutes les évaluations dans les écoles et nous avons donc beaucoup de données sur chaque établissement, le nombre d'élèves, le programme, les enseignants, leurs résultats. Ces données permettent aux écoles de s'améliorer, de voir ce qu'elles ratent ou ce qu'elles ne font pas bien sur certains points. Il faut alors faire quelque chose pour y remédier. L'école, on l'a vu, c'est une école qui crée de l'inégalité, pas du qui tout le même reproduit, discours. voire qui amplifie les inégalités. Si on ne s'affronte pas vraiment à cette question-là, si on ne fait pas vraiment un travail pour restaurer la promesse républicaine, le risque, c'est celui d'une explosion sociale. C'est celui d'une société qui finalement ne croit plus en son école. Et des enseignants qui, eux aussi, d'une certaine manière, du coup, ne croiraient plus également en leur école. Donc il faut faire face à ces deux urgences, l'urgence climatique, l'urgence sociale. 2042, les établissements scolaires n'existent plus. Recrutement impossible des professeurs. Beaucoup travaillent la terre pour observer les jeunes pousses. Squaridé, c'est fini pour aujourd'hui. De la pédagogie, ok, mais pour qui ? Bon, c'était intéressant. Petite conclusion, du coup, il y a quand même... si on prend... Du coup, on avait quand même une comparaison entre la France, Singapour et l'Estonie. On voit bien quand même que là, on est face à une situation où on a besoin de changer notre système, changer le système éducatif et trouver une solution pour pour effacer ces inégalités-là. Donc on revient toujours un petit peu à la question des inégalités. En fait, quand on parle d'inégalité de niveau, on parle aussi d'inégalité sociale. Alors, il est 16h08. Je vais peut-être me lancer dans un petit test, voir si je suis plus bête qu'avant ou pas. Non, je rigole. Je pense pas que je sois plus bête qu'avant, quand même. Alors, attendez. Je vais regarder ce qui... Je pense pas qu'on aura le temps de regarder d'autres vidéos. Il y a plein de vidéos. Tiens, avant de se lancer ça, là, on a une petite vidéo de 3 minutes 41. Et après, on se lance dans Pisa. Comme ça, je finis par les tests. Et je vais mettre les tests dans le chat. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous aussi tester votre niveau. Les tests sont disponibles en ligne, en fait. Voilà. Donc, petite vidéo. Hop. Voilà, super. Petite vidéo... Donc, éducation, classement PISA, c'est grave. Après, je vais pas aller lire les commentaires, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est pas très, très glorieux. Peut-être on a besoin aussi de remonter le niveau général. Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. La politique avec Olivier Bost. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le classement PISA, classement mondial du niveau scolaire, est dévoilé donc aujourd'hui. Il a été lancé par l'OCDE en 2000 et est établi tous les 3 ans à partir de tests sur près de 6000 élèves âgés de 15 ans dans chaque pays. Singapour, d'autres pays asiatiques ou la Finlande. Un caracole généralement en tête. La France se classe dans la moyenne, c'est pas très brillant, avec à chaque fois un niveau en baisse en revanche. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors non, surtout pas de panique Yves, car la France est d'abord touchée par un syndrome très particulier. Le c'est de pire en pire, les élèves sont de plus en plus mauvais. Vos parents, puis vos parents, puis les parents de vos parents l'ont répété depuis le temps, c'est-à-dire depuis toujours en fait, que l'on dit que les élèves sont plus mauvais que ceux de la génération précédente. Normalement, à 15 ans, aujourd'hui, ils ne devraient savoir ni lire, ni écrire, ni compter, tellement ils sont nuls.
Ce n'est pas le cas, heureusement. Le deuxième syndrome français, c'est la nostalgie d'une école qui n'a jamais existé. L'école parfaite de Ferry, où les instits étaient exemplaires, tous les élèves excellents et heureux. Tout cela, il faut l'oublier aussi, ce n'est que dans l'imaginaire collectif. Alors aujourd'hui, en attendant la nouvelle cuvée du classement PISA, nous pouvons commencer par nous rassurer. La France est dans la moyenne, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais ça veut dire que vous n'attendez rien de ce classement ? Alors plutôt que le classement, savoir si nous sommes en dessous des États-Unis ou au-dessus de la Suède, l'intérêt de l'étude PISA, c'est ce qu'elle révèle de notre système éducatif et même de notre société. Et il faut croiser cette étude avec plein d'autres études ou données pour vraiment en tirer quelque chose. Quand on compare des pays, ça n'a aucun sens si on ne regarde pas quelle est la part de richesse investie dans ces écoles, le salaire des profs pour que la profession soit attractive ou encore le nombre d'heures de formation des instituts. Bon, alors avant de se comparer, qu'est-ce que nous avons appris sur l'école française qu'on ne savait pas ? Qu'il y a bien plus qu'ailleurs des écarts importants, très importants de niveau entre les meilleurs élèves et ceux qui sont en difficulté. Un élève sur 5 est en grande difficulté, surtout sur la lecture et l'écriture. C'est beaucoup plus qu'ailleurs. Là encore, l'origine sociale a une forte répercussion sur le destin scolaire. Nous sommes même numéro 1 de ces inégalités parmi les pays de l'OCDE. On réussit moins bien quand on vient d'un milieu défavorisé ou, si vous voulez, l'école corrige moins ces inégalités qu'ailleurs. Il faut aussi s'intéresser à la façon dont sont attribuées les notes PISA pour comprendre le classement français. PISA, c'est une série de tests avec questions à choix multiples ou des raisonnements pour voir comment, avec ce qu'il a appris à l'école, un élève se débrouille dans la vie, comment il réfléchit et comment il répond à des problèmes courants. Le problème, comme le relevait le directeur du département éducation de l'OCDE dans le JDD, c'est qu'en France, on apprend surtout à connaître par cœur les bonnes réponses, pas trop à les chercher. Enfin, c'est une explication. Il y a aussi la peur de l'erreur, très française, quand l'échec est plutôt valorisé ailleurs dans l'apprentissage. Mais est-ce que la France pourrait faire mieux quand même ? Alors oui, d'autres pays sont arrivés à corriger leur système, comme la Pologne ou l'Allemagne, qui avaient très mal pris ses premiers résultats il y a 20 ans. En France, PISA est souvent brandi par les ministres successifs pour justifier leurs réformes. C'est le cas du dédoublement des classes de CP. Les nouveaux chiffres du jour viendront, j'en suis sûr, conforter Jean-Michel Blanquer dans ses choix. Mais les vrais effets des classes de CP et de CE1 à 12 élèves ne seront mesurés par PISA que dans une petite dizaine d'années, quand ces élèves auront 15 ans. Autant dire qu'un ministre, Jean-Michel Blanquer, comme tous ses prédécesseurs, n'est jamais confronté, lui, à son bilan PISA. La politique avec Olivier Bost, qu'on retrouve bien entendu. Bon, finalement, le monsieur, il a un peu résumé tout ce qu'on a pu voir auparavant et du coup, cette idée que finalement, le classement PISA, c'est plus pour évaluer un système éducatif plus que le niveau des élèves. Mais on va quand même faire un petit test pour savoir si, voilà, quand même, ça fonctionne. Hein. Donc, si vous voulez vous tester, vous pouvez aller sur ce lien. Il y a la version française, évidemment. Hop là. Il ne veut pas copier-coller. Ah. Alors, excusez-moi, je vais aller ailleurs. Hop, hop, hop. Hop là, c'est bon. Le test PISA, il est là, il est dispo. Et donc, on regardait notre petit... donc, le test PISA en français, je vais commencer par la lecture, plus simple. Je crois que ça n'avait pas l'air très compliqué. Après, peut-être que je me trompe. Les premières questions n'étaient pas très compliquées. Et puis après, je vais me tromper. Et après, je vais faire maths. Et je voulais faire culture scientifique, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, leur site. Apparemment, ils ont changé de site. Ce que m'a dit ma collègue qui m'a aidé à préparer cette émission. Donc, bon, on va voir. Lisez l'introduction, puis cliquez sur la flèche suivante. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire comme les élèves qui ne lisent pas les consignes. On va essayer de lire les consignes aujourd'hui. Donc, vous rendez visite à des membres de votre famille qui se sont récemment installés dans une ferme pour élever des volailles. Vous demandez à votre tante comment as-tu appris à élever les volailles. Elle explique, nous avons parlé à de nombreux éleveurs de volailles et puis il existe un tas de ressources sur Internet. Par exemple, il y a un forum sur la santé des volailles que j'aime consulter. Cela m'a beaucoup aidé dernièrement. Quand une de mes poules s'est blessée à la patte, je vais te montrer la discussion qu'on a eue. Pour lire le forum, cliquez sur la flèche suivante. Ok. Référez-vous au forum sur la santé des volailles à droite pour répondre à la question. Cliquez sur un des choix de réponse. Que veut savoir Isabelle 88 ? Isabelle 88. Est-ce que je peux donner de l'aspirine à ma poule ? Elle a 2 ans et je pense qu'elle s'est blessée à la patte.
Je ne peux pas aller chez le vétérinaire avant lundi et je n'arrive pas à la voir au téléphone. Elle a l'air d'avoir très mal. J'aimerais lui donner quelque chose pour la soulager en attendant d'aller chez le vétérinaire. Merci pour votre aide. Elle pense qu'elle s'est blessée à la patte. Elle n'est pas sûre, mais elle pense. Elle voudrait lui donner quelque chose pour la soulager en attendant d'aller chez le vétérinaire. Si elle peut donner de l'aspirine à une poule blessée, à quelle fréquence elle peut donner de l'aspirine à une poule blessée, comment contacter un vétérinaire au sujet d'une poule blessée, si elle peut déterminer le niveau de douleur d'une poule blessée, bon, si elle peut donner de l'aspirine à une poule blessée. Oui. Ok. Mais j'ai pas eu la je sais pas si j'ai eu bon. Je pense que j'ai eu bon quand même. J'ai pas l'impression d'être si bête que ça. Bon. Pourquoi Isabelle 88 a-t-elle décidé de poser sa question sur un forum internet? Parce qu'elle ne sait pas comment trouver un vétérinaire, parce qu'elle pense que le problème de la poule n'est pas grave, parce qu'elle veut aider sa poule le plus vite possible, parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller chez le vétérinaire, parce qu'elle veut aider sa poule le plus vite possible. Ok. Oui. C'est bon, je viens de voir que c'est marqué sous le tableau, mais j'avais pas capté. Je crois que j'ai pas. Tu vois, j'ai dit au début que je suis censée faire attention et lire, et en fait, j'ai pas du tout. Ok. Le forum de la volaille. Certains posts publiés sur le forum sont en rapport avec le sujet, tandis que d'autres ne le sont pas. Cliquez sur oui ou non pour indiquer si les posts dans le tableau ci-dessous sont en rapport avec le problème d'Isabelle 88. Le post de Noémie B79. Si je ne sais pas si l'aspirine est sans danger pour les poules, je consulte toujours mon vétérinaire avant de donner des médicaments à mes oiseaux. Je sais que certains médicaments convenant aux humains peuvent être très dangereux pour les oiseaux. Oui. Monique. J'ai déjà donné un cachet d'aspirine à l'une de mes poules blessées. Il n'y a pas eu de problème. Le lendemain, je suis allée chez le vétérinaire, mais elle allait déjà mieux. Je crois que ça peut être dangereux si tu lui en donnes trop. Ne dépasse pas la dose. J'espère qu'elle ira mieux. Monique, elle répond à la question d'Isabelle. Je ne sais pas combien il y a de questions, mais pour la... à 7. Ok. Le poste de promo aviaire. Bonjour, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mes offres exceptionnelles sur tous les articles pour oiseaux. Promotion extraordinaire en ce moment. Non. Il fait de la promo. Ça, c'est les gens qui font des pubs, là, dans les chats. Il n'y en a pas ici. Mais ah si, j'en ai déjà eu. J'ai eu des gens qui font de la promo dans le chat. En plus, en anglais et tout. Et j'étais là, mais pourquoi? Après, ça me donne l'occasion de modérer comme ça, parce que d'habitude, je ne modère pas grand-chose. Le poste de Boris. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment savoir si une poule est malade? Merci. Non, ça répond pas à la question d'Isabelle. C'est en rapport, mais pas vraiment. Je dirais non quand même. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que Boris, il s'est pas dit moi, je vais faire mon propre... je vais lancer ma propre discussion sur le forum. Il a vraiment dit, je vais prendre la discussion d'Isabelle et je vais venir poser ma question. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ta propre discussion, Boris? Hein? Parce que tu voulais être sûr d'avoir une réponse. Sauf que personne t'a répondu. Bah voilà. Bonjour Isabelle, je suis vétérinaire spécialiste des oiseaux. Vous pouvez donner de l'aspirine à vos poules blessées si elles montrent des signes de douleur. Quand je prescris de l'aspirine à des oiseaux, je suis les recommandations du manuel de pathologie aviaire. Les poules doivent recevoir 5 mg d'aspirine par kilogramme de masse corporelle. Vous pouvez donner cette dose 3 à 4 fois par jour jusqu'à la visite chez le vétérinaire. Il est très important d'avoir un suivi avec votre vétérinaire. Bonne chance. Franck, c'est en rapport. Ouais, j'ai que des bonnes réponses, trop fortes. Question 4. Qui a déjà observé un résultat positif après avoir donné de l'aspirine à une poule blessée? Boris. Non. Non. Monique. C'est Monique. C'est mal écrit là. C'est quoi ça? Pas Moni, c'est Monique. Pourquoi Promo Aviaire répond-il au poste d'Isabelle 88?
pour faire la promotion d'un commerce, pour répondre à la question d'Isabelle 88, pour compléter le conseil de Monique, pour faire de la promotion. La pub. Oui. En tout cas, je sais lire. Qui a publié la question la plus fiable Qui a publié la réponse la plus fiable à la question d'Isabelle? Je viens juste de dire que je sais lire et je me trompe. Et bah Franck. Je trouve que Franck, il était plutôt clair. Justifiez votre réponse. Franck est vétérinaire. Il donne des précisions sur la quantité d'aspirine à donner à sa poule. Il est vétérinaire, spécialiste des oiseaux. Vas-y, tu me donnes la réponse et ses sources. Et Franck a sourcé sa réponse grâce au manuel de pathologie aviaire. Contrairement à Monique qui a juste dit « Moi, je l'ai déjà fait, ça marche ». Alors, sélectionne ou répond Noémie. Sélectionne ou répond Noémie B79 de manière explicite ou implicite et indique la réponse de Noémie après qu'Isabelle devrait consulter son vétérinaire avant de donner des médicaments à sa poule. Noémie dit qu'elle demande d'abord à son vétérinaire. Noémie ne dit pas à Isabelle 88 ce qu'elle doit faire, mais elle dit qu'elle consulte son vétérinaire avant de donner des médicaments. Ou sélectionne la réponse Monique. Monique a donné de l'aspirine à sa poule et la poule elle est mieux. Monique a une poule qui a guéri quand tu lui as donné l'aspirine. Bon, apparemment, c'est les sources, c'est pas... Ou Franck, de manière explicite ou implicite, et indique que Franck est un vétérinaire spécialiste des oiseaux et qui sait comment soigner les oiseaux. Il est vétérinaire et spécialiste des oiseaux, connaît les recommandations de dosage et parle d'un livre de médicaments. Pourquoi Franck ne peut-il pas dire à Isabelle 88 la quantité exacte d'aspirine à donner à sa poule? Parce qu'il connaît pas le poids de la poule. Voilà. Je peux dire quand même que je pense que j'ai tout bon. Hein, et après, c'est quoi ça? Ah oui, c'est juste. Je pense que je m'en sors pas trop mal. Compréhension écrite. J'aurais dû le faire en anglais. Peut-être que ça aurait été plus intéressant finalement. Ok. Bon, ça va. C'était pas trop compliqué. Je vais retourner sur mes programmes. On va essayer les mathématiques. Maths, PISA. Ok. Là, je garantis pas trop. Test. Je veux voir. Ah, sinon, attendez. Elle a dit quoi tout à l'heure? C'est que si je clique directement sur les tests, on peut essayer de faire un peu culture scientifique, non? Parce qu'il est bientôt 16h30 et en général, moi, j'arrête vers 16h30, donc on va essayer de faire le test. Je pense que le test culture scientifique, c'est peut-être mieux. Attendez, il faut que je le mette en français, sinon ça va pas... J'ai pas forcément envie de lire en anglais, là. Alors, la migration, running in hot waters, subface investigation, meteoroid and craters, sustainable fish farming. Oh, intéressant. Ça marche pas. Ça marche? Putain, pourquoi... Pardon. Pourquoi ça marche pas? Bon, je vais aller dans maths. Ok. C'est pas grave, je ferai pas de sciences, je ferai des maths. Bon. Tania souhaite acheter une nouvelle voiture. J'espère qu'il n'y a que cette question aussi. Hein.
Elle veut savoir combien coûteront l'achat d'une voiture et son utilisation pour la première année. Elle trouve cet estimateur de coûts en ligne et fait les estimations suivantes. Elle va parcourir une distance estimée à 20 000 km cette année. Le coût moyen du carburant sera de 1,54 Z le litre. J'imagine que c'est la monnaie. Le coût d'entretien est estimé à 250 Z pour la première année. Ok. Comment utiliser l'estimateur de coût? Référez-vous aux informations fournies sous achat d'une voiture à droite. Aidez-vous de l'estimateur de coût pour répondre à la question ci-dessous. Pour répondre à la question, cliquez sur l'un des choix de réponse. Pour voir comment fonctionne cet estimateur, cliquez sur comment utiliser l'estimateur de coût. Tapez le prix de la voiture, tapez la consommation de carburant, cliquez sur le bouton calculer. Le résultat s'affiche dans le tableau des résultats. Pour effectuer d'autres calculs, cliquez sur effacer, tapez les nouvelles valeurs, puis OK. Bon, si je me souviens plus, j'irai voir. Ah, il n'y a que 2 questions. Bon, on fera d'autres trucs. D'après les estimations de Tania, quelle voiture lui coûtera le moins cher la première année? Achat et usage compris. Alors, la voiture, elle coûte 8 000. Et elle consomme 18,9. Ok. La voiture B, elle coûte 8 700. Et elle consomme moins quand même, hein, 15,7. Ouais. 9 900. Et alors, elle consomme encore moins, mais elle est plus chère. Mais je pense que le fait que ça consomme moins, c'est plus intéressant. Ah 10 500. Et là, c'est pas du tout intéressant, je pense, par rapport aux autres. Non. Donc, on peut conclure que c'est la voiture B qui coûtera moins cher. Ouais! Trop facile. Après, il y a un calculateur, c'est trop facile. Il me demande pas de trop calculer. Le prix de revente d'une voiture correspond au prix auquel on estime qu'elle pourra être vendue plus tard. Le prix de revente d'une voiture qui reste en excellent état diminue chaque année de 5%. Si Tania décide d'acheter la voiture D, donc à 10 500 €, et la revendre en excellent état 3 ans plus tard, quel sera le prix de revente approximatif de la voiture en Z? J'ai le droit d'utiliser la calculatrice? Ouais, j'ai le droit. Alors, elle coûte 10 500 Z. Et elle perd, je vais faire en plusieurs fois, et elle perd 5% chaque année. Donc 0,05. Donc elle perd 525 €. Attendez, je ne vais pas le faire dans ce sens-là. 10 500 fois 0,95. Voilà, elle coûtera 9 975 € fois 0,95, 9 476,25. C'est pas des euros, c'est des Z. Fois 0,95, 9002. 9000? Je suis nulle. Ah si, j'ai eu bon. Ouais, c'est juste que j'ai mis beaucoup plus de temps, mais j'ai eu bon. Donc en fait, ça va. J'ai pas trop. Ok. Mais comment ils ont fait, eux? Ah oui, c'est ça, ils ont fait la même chose que moi, c'est juste que moi j'ai fait. C'est le même principe. Eh, j'ai eu le bon résultat en plus, trop forte. Je suis plutôt fière de moi là. Ah, c'est terminé. Ok. Oh, on peut peut-être en faire une autre. Ok. Solar System? Ah, vas-y, on va faire le... J'ai l'impression que ça va être dur, ça. Oh là là. Ok. Il y a 2 questions. Référez-vous aux informations fournies sous système solaire à droite pour répondre à la question. Utilisez la fonction glisser, déposer. Ah, ok. Ok, ça va. Ok, ça va. C'est ça. C'est quoi le niveau? Ils n'ont pas dit là.
D'après les distances indiquées, quelles sont les planètes représentées par ce schéma? Faites glisser et placer les 3 bonnes planètes dans le bon ordre pour modifier une réponse. Retirez d'abord la planète choisie précédemment. Ah, donc là, c'est les distances entre les planètes. Oh, ma tête. Vu qu'on est à 4,38 et 9,62, je pense qu'on est sur des planètes qui, quand même, ont pas mal de distance. Je dirais même que, potentiellement, là, c'est Saturne et Uranus. Je vais mettre un truc comme ça. Parce que 58... Oh, si, ouais. 19,20. Je peux pas faire au clavier trop. 19,20 moins 9,58. Ouais, c'est ça. Donc... Mais je pense peut-être qu'en fait, ils ont mis une autre planète. C'est un petit piège. Moi, je pense qu'il y a toujours des pièges. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Donc, 9,58 moins 5,2. Ah non, c'est bon. Ah non, il n'y a pas de piège. Ok. Ah, distance par rapport au soleil. Oh là 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 là. Attendez, peut-être que je suis en train de me tromper là. Non, 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 je pense pas. Jupiter. Après, Claire, elle m'a dit la dernière fois qu'elle s'était fait avoir. Ah, c'est bon, j'ai la bonne réponse. Ceci est le premier élément concernant le système solaire. Il n'y a pas de fenêtre d'introduction. Blablabla. Ok. Donc j'ai eu bon la première question. Je suis pas sûre d'avoir bon à toutes les questions sciences. Hein. Enfin, maths. En moyenne, combien de millions de kilomètres y a-t-il environ entre le Soleil et la planète Neptune? 1 UA est égal à 150 millions de kilomètres environ. Neptune, pas sûr, je crois pas que ce soit dans cette série. Ah oui, ça doit peut-être dans une autre que t'étais plus dur. Mais j'ai aperçu d'autres trucs qui avaient l'air plus durs que ça. Là, ça va, franchement. Je pense que... Enfin, j'ai envie de dire, si c'est ça Pisa, franchement, ça va. Hein. Non, je rigole. Donc, c'est Neptune. Neptune, distance moyenne par rapport au Soleil. Neptune, ok. Bah, faut faire une multiplication, non? 30,05 fois 150. 4500 km. 1500 millions de kilomètres. Oui, c'est ça. Ouais, c'était facile, ça. Donnez-moi des trucs durs. Qu'est-ce qui pourrait être plus dur? Je sais pas. C'est quoi points? Alors, on va regarder c'est quoi. Allez, c'est la dernière et après j'arrête. Après, je vous le quitte. Donc, l'équipe de basketball de Zedland a fait les grottiques du journal local. Faut que j'explique ma réponse. Oh là là. Compte tenu de la moyenne des écarts de points de cette session, est-il possible que l'équipe n'ait en réalité jamais gagné un match en menant de 19 points? Bah non, parce que c'est... Attendez. Compte tenu de la moyenne des écarts de points cette saison, est-il possible que l'équipe n'ait en réalité jamais gagné un match en menant de 19 points? Bah si elle mène de 19 points, c'est pas possible qu'elles aient jamais gagné un match. En plus, c'est marqué victorieuse à chaque match de la saison. Non. Elles sont victorieuses à chaque match, comme écrit.
si elle mène en moyenne de 19 points à chaque match, ça veut dire qu'elle gagne à chaque fois. C'est une question piège, ça. Je suis sûre que c'est une question piège. Raisonner, voilà. C'était pas une question de maths, en fait. Codé par l'humain, sociétal, rapporté, voilà. Sélectionne oui. Hein? Attends, je comprends rien, là. Alors, attendez. Crédit complet. Sélectionne oui. Et affirme ou montre dans son explication que la moyenne ne doit pas nécessairement faire partie de la série de données. C'est possible parce que la moyenne ne doit pas nécessairement être l'une des valeurs de la série de données. Oui, si les écarts de points donnent une moyenne de 19, mais il ne doit pas nécessairement y avoir 19 points d'écart dans l'un des matchs. Oui, si une différence est de 16 points et l'autre de 22, la différence moyenne est de 2. Je comprends rien. Moi, le seul truc que je comprends pas, c'est qu'elles disent qu'elles étaient victorieuses à chaque fois. Du coup, je comprends pas pourquoi. C'est une différence moyenne, ok. Donc certains matchs ont été gagnés avec plus de 19 points et d'autres avec moins de 19 points d'écart. Mais attendez, mais... Non, mais je veux la refaire. J'ai pas compris la question, là, je crois. Ah, j'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. C'est bon, j'ai compris. En gros, elle parlait pas de la moyenne de 19 points, mais elle parlait du fait de mener de 19 points. Et c'était pas le fait de pas avoir gagné de match, mais c'était... Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, je suis trop bête. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bah, je pense qu'en fait, il m'aurait fallu plus de temps de réflexion, hein, parce que là, vraiment... Ok. Bon, bah, je suis nulle. Enfin, je me suis fait avoir. Mais du coup, il faut quand même pas mal raisonner. Mais du coup, c'est vrai que on en revient un peu au truc de tout à l'heure. C'est que si on apprend par cœur des trucs, bah ça, en fait, on peut pas le réussir. Parce que c'est un raisonnement et pas un calcul mathématique à apprendre par cœur ou une formule mathématique à apprendre par cœur. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je vais faire une autre question. En fait, trop de questions. Ouais, bon, on va pas faire des probas et tout. Mais hyper intéressant. Bon, je suis pas si bête que ça quand même. Je me suis fait avoir, mais c'est parce que j'ai mal compris la question. J'essaie de me rassurer d'une certaine manière. Ouais, c'est bon. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. De m'avoir suivi, d'avoir suivi ce sujet aujourd'hui. C'est vrai que on n'a pas pu regarder toutes les vidéos, mais il y a tellement de trucs à regarder. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, la question de l'intelligence, du QI, etc., on en avait parlé dans une autre revue de presse qui était sur... je ne vais pas vous dire de bêtises. Sur les erreurs, je crois... Enfin, les erreurs. C'était un peu actu la recherche, notamment sur les... Attendez, laissez-moi réfléchir. C'est sur notre chaîne YouTube, de toute façon. Ouais, c'était dans l'actu de la recherche. Non, Vacances et QI. C'était dans Vacances et QI. On a fait une émission sur est-ce qu'on perd 20 points de QI en 3 semaines de vacances. Et en fait, non. Et on avait parlé du QI. Donc, si ça vous intéresse, on parle QI, intelligence aussi par là. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube les replays. Vacances et QI. Les vacances nous rendent-elles plus bêtes? C'est faux. Voilà, je sais pas si vous voulez pas les voir. Du coup, je vous donne la réponse directe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette petite émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir très vite. On se revoit le 17 juillet à 18h. Petit rappel, attendez, avant que je m'en aille, je vous remets ça. Pardon, il faut que je remette ma scène et tout. Panique à bord. Hop là! Le chronographe, le 17 juillet à 17h sur notre chaîne. On sera en direct, premier live IRL
accompagné de la directrice du chronographe et d'une médiatrice. Je rappelle que c'est du coup un musée d'archéologie qui se trouve à Rezé, au sud de Nantes. Donc très très hâte de vous faire découvrir ce musée. C'est un premier test aussi, donc soyez indulgents. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver dans 2 semaines. En plus, si vous êtes en vacances, ça vous fera une petite soirée tranquille, en discussion avec nous. Archéo, on va parler gladiateurs, sites archéologiques et tout, ça va être trop bien. Donc franchement, on vous attend hyper nombreux. Et en tout cas, moi, je vous souhaite et bien évidemment une très très bonne fin de journée. S'il fait beau chez vous, eh ben, vous avez bien de la chance. Ici, c'est pas trop le cas, mais c'est pas grave, on s'en remettra. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis à bientôt.